Bonjour et bienvenue aux essais Mobility Loft de l'ACL où nous continuons notre périple d'essais de voitures électriques. On a essayé la Jaguar I-Pace, la Mercedes EQC 400 et aujourd'hui on va tester la concurrente qui est l'Audi e-tron. Eh bien, nous voilà partis pour l'essai de l'Audi e-tron. C'est la troisième de la série des voitures, des SUV plutôt 100% électriques. Donc pour rappel, on a testé la Jaguar I-Pace, la Mercedes EQC et maintenant on termine la série des SUV électriques pour l'instant avec l'e-tron. Et on va vous livrer nos impressions de l'essai de cette Audi. Alors bon, déjà comme les deux autres, hein, c'est une conduite très douce, électrique, silencieuse. Comme la Mercedes, l'Audi e-tron est assez lourde. On a une masse de plus de 2,5 tonnes. On a 2560 kg si je ne me trompe pas. Et ça se ressent un petit peu dans la conduite. Hein. Comme pour la Mercedes, on sent qu'elle est pas aussi agile que la Jaguar. D'un autre côté, donc comme on l'a dit, ce type de véhicule se prête plutôt à une conduite coulée et moins dynamique. Donc c'est pas rédhibitoire dans ce cas-ci. Et bon, pour terminer sur la question du poids, on rappelle que le poids il est essentiellement lié à la taille des batteries. Donc ici, des trois voitures, c'est celle qui a la plus grosse batterie. On a 95 kWh de batterie, ce qui se rapproche de celle de la Tesla 100, qui en a 100 de kWh. Et le poids, eh bien, il est conséquent, c'est le même poids que les batteries de la Tesla. On a 750 kg de poids pour la batterie, alors que la Jaguar on était à, je pense, 600-650 et pareil pour la Mercedes. Donc on a quand même une centaine de kilos de plus au niveau batterie pour l'Audi. Et d'après ce qu'on a pu voir, ça se répercute un petit peu au niveau de la consommation, on va vous en parler plus tard. Sinon, au niveau des sensations de conduite, c'est une voiture qui est très agréable, hein, comme les deux autres, qui est typée plus confort, d'autant plus qu'ici on a, contrairement à la Mercedes, la suspension pilotée. Donc ça permet d'avoir un confort de suspension qui est un peu plus feutré. Donc ça c'est appréciable. Et puisqu'on en est à parler du confort, donc on est bien au niveau des suspensions. Par contre, je trouve que les sièges auraient pu être plus moelleux. C'est un peu la même critique que dans la Jaguar. On a des sièges un petit peu durs et c'est peut-être dommage, et c'est assez rigolo de faire la comparaison parce que la Jaguar avait aussi la suspension pilotée en option, et la Mercedes qui n'a pas cette possibilité là, elle avait des sièges plus confortables. Donc c'est peut-être pour compenser le confort qui manquait au niveau de la suspension que la Mercedes a des sièges plus moelleux. Toujours est-il que au niveau de l'assise, je dois dire que je pencherai un tout petit peu vers la Mercedes. Sinon, l'environnement de conduite est assez spécial, c'est novateur. Un des aspects les plus visibles, vous voyez ici, c'est les rétros. Donc l'Audi e-tron est la première voiture homologuée avec des rétroviseurs caméra.
Donc c'est tout nouveau ça. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Essentiellement pour une raison qui est de réduire la traînée aérodynamique, puisque si vous voyez, les caméras à l'extérieur sont beaucoup plus petites qu'un rétroviseur, et donc ça génère beaucoup moins de freinage aérodynamique. C'est un gain en consommation, et donc ça permet d'avoir une image aussi haute définition, qu'on peut régler comme on veut. Regardez, je peux régler plus ou moins la position de la caméra, ce qui m'a mis un petit temps à découvrir, je l'avoue, parce qu'au début j'avais la caméra qui pointait trop bas et je baissais la tête pour regarder, mais ça marchait pas. Donc après j'ai vu que je pouvais régler avec la touche tactile. Alors à l'usage, honnêtement, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Autant celle de droite, avec l'angle de vision que j'ai, est ok, c'est correct. C'est presque comme si j'avais un rétro. Ici, c'est moins évident parce que c'est plus bas et l'angle d'attaque de cet écran, il est assez réduit. C'est pas comme si j'avais un rétro là et où j'avais un angle plus large. Donc ici, je suis pas convaincu par cette option, parce que c'est une option qui vaut 1800 €. Et dans l'état actuel des choses, moi je la prendrais pas cette option. Il y a d'autres marques qui sont occupées à lancer aussi ce genre de caméra, mais ils la placent plutôt sur le tableau de bord et avec un format plus large, donc à voir. Mais pour l'instant, celui-ci me pose problème, d'autant que le soir, l'effet des phares des voitures qui nous suivent fait un peu un halo qui gêne la vision, et donc on n'a pas une image claire. Voilà, donc moi je suis pas convaincu par ça pour le moment. Donc, ça c'est une question d'appréciation personnelle. Si vous êtes intéressé par cette option, essayez-la avant pour être sûr que ça vous convient. Sinon, à la conduite, c'est une voiture, comme je dis, très agréable. Elle a là cette fonction donc de roue libre. Là, quand on accélère et qu'on lâche l'accélérateur, la voiture glisse de par son inertie, de par sa masse. C'est assez agréable. Je peux appliquer un frein moteur comme sur la Mercedes avec les palettes. Donc j'ai deux niveaux, j'ai un premier niveau et j'en ai un deuxième. Et on le voit au niveau du tableau de bord, au niveau de la régénération ici. Donc vous voyez, là si je l'enlève, voilà, j'ai pas de régénération. Donc là la voiture se laisse glisser. Si je passe au premier niveau, elle met un tout petit peu de régénération. Si je passe au deuxième, c'est un peu plus. Donc on peut jouer avec ça pour se ralentir dans le trafic et récupérer de l'énergie électrique, puisqu'à ce moment-là, les moteurs électriques agissent en dynamo. Donc un peu comme le principe, tout à fait comme le principe des autres voitures qu'on a essayé. Bien évidemment, les redémarrages sont très faciles, puisqu'il n'y a pas de boîte automatique, enfin il n'y a pas de boîte de vitesse. C'est comme si on avait une boîte automatique, sauf que on a une seule vitesse. Et on va parler un petit peu des moteurs, ou du moteur ou des moteurs, parce que comme les deux autres voitures, on a deux moteurs, un moteur sur l'essieu avant, un moteur sur l'essieu arrière. Au total, ils font 265 kW, pardon, et ça équivaut à 360 chevaux. On a 665 Nm, donc au niveau puissance et couple, c'est sensiblement moins que la concurrence. Par contre, en fonction overboost, la puissance monte à 400 chevaux de façon temporaire. Donc à ce moment-là, elle rattrape la puissance de la Jaguar et de la Mercedes. Alors, on est reparti, et comme vous voyez, je me suis équipé de lunettes de soleil parce que on a la chance d'avoir du beau temps aujourd'hui, et on va en profiter. Donc je parlais tout à l'heure du ou des moteurs. Donc il faut savoir qu'ici on a la version 55, donc l'e-tron 55, qui est donc disponible avec la batterie de 95 kWh. Mais il y a aussi une version 50 qui, elle, dispose d'une batterie plus petite de 65 kWh. Évidemment, il y a une différence au niveau du prix. Il y a un peu plus de 10 000 € d'écart
qui justifie justement la batterie plus petite. Et donc ce sera à choisir en fonction de la distance que vous faites habituellement. Si c'est une voiture que vous utilisez essentiellement pour des courtes distances, c'est-à-dire en ville, autour de la ville, autant prendre la petite batterie parce que non seulement c'est moins cher, mais en plus vous aurez une voiture plus légère. Et qui dit plus légère, dit qui consomme moins, dit plus agile, plus confortable. Donc ça c'est une chose à définir en fonction de vos besoins. Bon, alors en parlant justement de la taille de la batterie, on en vient à parler de la consommation et surtout de l'autonomie. Et là c'est quelque chose qui m'a surpris. La consommation observée de l'Audi e-tron qu'on a à l'essai est excessivement élevée par rapport aux autres voitures qu'on a pu tester. Et je suis assez étonné, d'autant plus que en regardant un petit peu dans les autres essais réalisés, je n'ai pas vu cette particularité. Toujours est-il que cette voiture-ci, si je regarde la consommation court terme, c'est plutôt ici. Voilà, la consommation court terme, vous voyez, je suis à 33, presque 34 kWh. Bon, là, on vient de faire que 18 km, on roule que depuis 30 minutes. La vitesse est très faible. Bon, on peut dire qu'il fait froid, ok. Par contre, si je prends la consommation long terme, qui s'est passée sur 1400 km, 1422 comme vous voyez, on a une consommation encore plus élevée qui est de 38,6 kWh au 100 km, ce qui est énorme. C'est énorme parce que Audi annonce entre 22 et 26 kWh au 100 km. Alors comme dans la plupart des véhicules électriques modernes, c'est le cas de la Jaguar, de la Mercedes, des Tesla et autres, la batterie des voitures électriques se trouve au plus bas et entre les roues avant et arrière. Donc ici vous ne le voyez pas, mais ça se situe à ce niveau-ci. Et on va en profiter pour vous montrer ce qui se passe sous le capot avant. On a, si j'arrive à l'ouvrir, voilà, c'est fait, on a le moteur. Et en fait, on a toutes sortes d'éléments électriques, comme vous voyez ici, un boîtier de contrôle, le réservoir de remplissage du lave-glace, à ne pas oublier. Et puis le moteur qui est ici. Ah bah non, c'est pas le moteur, c'est un petit emplacement pour, bien pratique d'ailleurs, pour stocker la prise. Donc c'était une petite blague que je vous ai faite parce que les moteurs, comme je vous l'ai dit, se trouvent sur le train avant et sur le train arrière. Nous voilà donc arrivés à la conclusion de notre essai et je vais commencer par vous parler des côtés positifs de cette Audi e-tron, dont le premier, comme vous voyez, c'est l'espace à bord. On a un coffre de 660 litres et encore plus quand la banquette est rabattue comme c'est le cas ici. Sinon, au niveau des autres points positifs, moi ce que j'ai apprécié aussi, c'est le look. On a un véhicule qui est moderne, qui est je dirais, esthétiquement assez intéressant. Et pour finir, et c'est un des points les plus importants, je dirais, pour un véhicule électrique, c'est la recharge. L'Audi, par rapport à ses deux concurrentes, elle a un avantage de poids qui est le chargeur embarqué, qui dans ce cas-ci de 11 kWh et voire même de 22 kWh en option. Et ça permet de recharger la voiture de façon plus rapide sur les bornes publiques ou chez soi. En ce qui concerne les regrets ou les défauts, je dirais que le premier qui me vient à l'esprit, c'est le poids. Donc on a une voiture qui fait quand même 2,5 tonnes, voire 2,6 tonnes. Et ça a un impact sur la consommation et l'autonomie, puisque comme on vous l'a dit, on a atteint des valeurs de consommation nettement supérieures à 30 kWh, ce qui est nettement supérieur à ce que Audi nous annonce, avec une autonomie finalement inférieure à 300 km. Donc on va peut-être mettre ça sur le dos de la météo qui est particulièrement fraîche et qui impacte les batteries et le fait qu'on doit chauffer la voiture, mais c'est quelque chose qu'on devra vérifier à l'avenir. Le dernier point un peu négatif, c'est aussi l'ergonomie, principalement au niveau de l'écran central qui se pilote uniquement tactilement, et ça d'un point de vue facilité d'utilisation quand on conduit, c'est pas top. Je termine encore par le petit point des rétros qui sont ici en option avec caméra. C'est une bonne idée à la base qui permet d'économiser
je dirais des kilowatts vu que l'aérodynamique est améliorée, mais il faut avouer que l'emplacement n'est pas vraiment optimum et que ça demande un temps d'adaptation non négligeable. Mis à part ça, c'est une voiture très agréable, très douce à conduire, silencieuse, comme toute voiture électrique, et qui est, je dirais, une bonne proposition dans son segment. Hop, hop, hop.